Aujourd'hui, on va s'intéresser au menu des fonctions personnalisées, Custom Functions. Alors, on a trois catégories et on va attaquer tout de suite avec Exposition. Alors, en premier, on a les paliers de réglage d'exposition. C'est quand vous allez faire la compensation d'exposition avec votre molette. Vous pouvez faire des paliers de 1/3 ou des paliers d'1/2. 1/3 de stop ou 1/2 stop. 1/3 ce sera plus fin, sachant que quand on compense l'exposition, en général, on a besoin que ce soit assez fin, donc je suggère 1/3. Ensuite, les incréments de sensibilité ISO, vous pouvez les mettre de 1/3 de valeur ou de valeur entière. Si vous mettez 1/3 de valeur, quand vous changerez les ISO, vous passerez de 100 à 125, à 160, à 200, etc. Quand vous mettez des valeurs entières, vous allez passer de 100 à 200, 400, 800, de façon assez traditionnelle. Personnellement, je préfère les valeurs entières parce que l'ISO, je m'en sers essentiellement quand il y a besoin, et comme je l'ai mis en ISO automatique, de toute façon, il accède à ces tiers de valeur. Ensuite, annulation bracketing automatique. Ça, en fait, c'est si vous allez faire un bracketing, comme ça. Hop. Quand vous prenez vos trois photos pour votre bracketing, si vous éteignez l'appareil photo, et que vous le redémarrez, vous voyez que le bracketing n'est plus là. Là, je vais reprendre des photos normales, sans avoir le bracketing. Si vous le mettez sur non, c'est-à-dire qu'il ne va pas annuler le bracketing, à ce moment-là, quand vous redémarrez votre appareil, vous aurez toujours votre réglage de bracketing. Séquence de bracketing, vous pouvez décider de faire d'abord la pose bien exposée, celle sous-exposée, ensuite celle surexposée, ou vous faites un ordre différent comme vous préférez. Je pense pas que ça ait beaucoup d'importance, à part si vraiment vous avez quelque chose de très précis que vous voulez faire, par exemple du HDR, que vous allez monter vous-même sur votre ordinateur ensuite, et que vous savez par exemple que c'est votre sujet en mouvement qui va être surexposé par exemple, enfin qui va avoir besoin d'être surexposé. À ce moment-là, vous pouvez vous mettre en plus 0-, comme ça votre première pause, ce sera celle que vous allez garder pour votre sujet en mouvement, et vous allez pouvoir la prendre pile au moment où ça vous semble intéressant, donc bon voilà. Mais c'est très très spécifique quand même comme besoin. Nombre de vues braquettées, 3 vues, 2 vues, 5 vues, 7 vues, pour déterminer combien de photos il va prendre à chaque fois qu'il va faire du bracketing. Ensuite, décalage de sécurité. Vous pouvez le désactiver, c'est désactivé par défaut. Sinon, vous avez vitesse d'obturation ouverture et sensibilité ISO. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que quand vous êtes dans les modes semi-automatiques, par exemple priorité ouverture, comme c'est le cas ici, si vous mettez des réglages vous-même qui sont trop extrêmes pour l'appareil photo, c'est-à-dire que en fait, comment on va faire? On va se mettre en manuel pour que vous voyez bien, comme ça vous aurez toutes les infos. Quand on se met à f1.8 ISO 12800 par exemple, et qu'on est en pleine journée comme aujourd'hui, quand on fait une pause de 1/8 millième qui est le maximum de l'appareil photo, on a une photo qui est surexposée quand même, quand on est en extérieur et tout ça. Donc, ce que va faire cette fonction-là, c'est quand vous êtes dans les modes semi-automatiques, au moment où vous allez arriver aux limites de l'appareil photo et qu'il va être obligé de faire une photo surexposée parce qu'il y a trop de lumière, à ce moment-là, lui-même va prendre la décision de, par exemple, diminuer les ISO. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Il va diminuer les ISO automatiquement pour faire une bonne exposition. Donc moi, je vais utiliser ça parce que, quelque part, je pense que c'est une erreur qui pourrait m'arriver uniquement dans le cas où j'aurais sélectionné un ISO trop élevé et que j'aurais oublié de le rechanger. Donc à ce moment-là, je serais très content qu'il me rebaisse mon ISO automatiquement. Et sinon, vous pouvez faire en sorte qu'il change la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Si vous êtes en priorité ouverture, il va changer l'ouverture, justement, pour la descendre à une valeur qui permettra de ne pas surexposer l'image. Donc voilà. Ensuite, palier de réglage d'exposition, on l'a déjà fait, donc on va revenir au menu et on va sur la partie autofocus. Alors, en premier lieu, on a la sensibilité du suivi, c'est-à-dire quand vous allez être en AI cerveau, quand il va suivre un sujet, vous pouvez décider que ce soit verrouillé ou réceptif. Verrouillé, ça veut dire qu'en fait, quand le sujet bouge, il va peut-être attendre une demi-seconde avant de refaire la mise au point. Quand vous êtes sur le réceptif, il va constamment refaire la mise au point. Alors réceptif, a priori, c'est mieux, si vous avez des sujets qui bougent beaucoup, mais il faut savoir que si le sujet s'arrête de bouger, il va parfois essayer de continuer à lutter pour chercher la mise au point, et parfois ça peut être énervant. Et ça peut générer des images qui sont pas suffisamment nettes. Donc voilà,
par défaut c'est mis sur 0, pour l'instant ça me va bien, mais après c'est bien de savoir qu'on a cette option. Si on se dit il n'y a pas assez de répondants, mon autofocus, mon suivi, donc à ce moment-là on peut le déplacer vers réceptif, et sinon on le déplace plus vers verrouillé, si au contraire on a l'impression qu'il lutte un peu trop. Suivi d'accélération de ralenti, ça c'est une autre option pour le suivi de sujet. C'est la façon dont l'appareil photo va gérer le fait que votre sujet est en train de ralentir quand il se rapproche de vous, ou il est en train d'accélérer. Donc bon, j'ai pas encore essayé cette fonction, mais pareil, ça mériterait de faire quelques tests. C'est toujours bien de savoir qu'on peut jouer sur ce paramètre-là si on n'est pas satisfait de nos photos. Priorité première image AI Cerveau. Donc c'est toujours la même chose quand on est en AI Cerveau. Donc c'est-à-dire que c'est l'appareil photo qui va constamment faire la mise au point. On peut décider que ce qui est important quand on fait une rafale, c'est que, ou même quand on prend la première photo, mais surtout pour la rafale, que la première photo se déclenche instantanément, quitte à ce que la mise au point soit pas bonne, ou on peut dire non, c'est important, très important que la mise au point soit parfaite avant de déclencher la première photo. Donc ça dépend vraiment de si vous savez que vous avez filmé un événement ou quelque chose qui va se passer très très rapidement, vous pouvez avoir envie de faire en sorte que ce soit le déclenchement en premier, et si au contraire c'est une scène un peu figée, où vous savez que vous avez le temps, vous avez quelques secondes de ça, enfin même une demi-seconde, le temps que l'appareil fasse sa mise au point, mettez-vous plutôt sur mise au point pour être sûr d'avoir une photo nette et dès le départ. Priorité deuxième image, donc là c'est pareil, mais pour l'image suivante, est-ce que là on privilégie la vitesse, donc de continuer à prendre plein de photos en rafale, ou est-ce qu'on privilégie le fait qu'il essaie de refaire la mise au point parfaitement avant de reprendre sa photo. Donc vous voyez, par défaut on est entre les deux. Le faisceau d'assistance d'autofocus, activé, désactivé, uniquement par flash. Alors ça c'est quand vous avez quand vous ouvrez votre flash. Alors là il s'ouvre pas parce que j'en ai pas besoin. Mais quand vous ouvrez votre flash ici et que vous faites des photos le soir par exemple, il peut envoyer une série de petits flashs qui va éclairer votre sujet, qui va aider l'appareil photo à faire la mise au point. Donc ça peut être intéressant pour faire une mise au point plus rapidement. Si par exemple vous faites des photos de famille ou des choses comme ça, sachez que les gens vont tous se retourner vers vous au moment où vous allez faire cette série de flash parce que ça éblouit et bon voilà. Donc c'est pas adapté dans toutes les situations, donc vous pouvez le désactiver. On peut dire que c'est uniquement utilisé par un flash externe, et ensuite le faisceau d'assistance infrarouge, ça c'est sur certains flashs externes qui ont un faisceau infrarouge pour aider à faire l'autofocus. Pilotage de l'objet, pilotage, oui, sûrement. Si l'autofocus est impossible. Alors, si l'appareil a du mal à faire la mise au point, on peut dire de continuer constamment à chercher à faire la mise au point, ou d'arrêter de chercher à faire la mise au point. Donc, si vous arrêtez de chercher à faire la mise au point, ça va économiser un petit peu de batterie. Si vous poursuivez à faire la recherche de mise au point, peut-être qu'il va finir par tomber dessus, ou peut-être que vous allez bouger, et du coup ça marchera. Là ici on peut choisir les différents types de modes de sélection de zone autofocus, donc je conseille de les laisser tous les trois sélectionnés. Si vous en enlevez un, il sera plus disponible. Mais a priori on a besoin des trois. Hein. Méthode de sélection de zone autofocus, alors ou par le sélecteur de zone autofocus, c'est-à-dire le petit bouton qui se trouve ici là, à côté de la molette, ou bien par la molette principale. Donc ah non, je dis une bêtise. Si c'est ça. Ou bien comme ça, ou bien avec cette molette là. Donc ce qui est embêtant, c'est que quand on le fait avec cette molette là, c'est dès qu'on bouge ça va changer le mode d'autofocus, mais ça va plus du coup changer nos ISO et compagnie. Donc bon, moi je préfère personnellement laisser ce petit bouton. Il est là pour ça, il est très bien placé, donc c'est parfait. Ensuite, collimateur autofocus est lié à l'orientation. Ça, c'est une fonction assez intéressante. C'est-à-dire que quand vous êtes en paysage comme ça, vous allez avoir votre autofocus quelque part. Alors, par exemple, disons qu'on mette notre autofocus ici, par exemple, notre collimateur. Et cette fonction va vous permettre, si vous vous mettez en mode paysage, de changer la position de votre point d'autofocus. Donc, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire deux réglages différents selon que vous êtes en paysage ou en portrait. Donc par exemple, on va choisir un différent collimateur. Voilà. Donc si on se met comme ça, alors attendez, hop, on fait ça. Si on se retourne, il va le changer. Donc par exemple, on peut faire ça. Alors je sais pas si ça marche dans le live view ici.
En tout cas, quand on est à l'intérieur du viseur, ça fonctionne très très bien, ça change automatiquement le truc. Mais dans le menu ici, je suis pas sûr que ce soit que ça fonctionne. Mais bon, faites-moi confiance là-dessus, ça fonctionne très bien et ça peut être utile dans certaines circonstances. Ensuite, schéma de sélection du collimateur, autofocus manuel. S'arrête au bord de la zone ou en continu. Alors là, je l'ai mis en continu, c'est-à-dire que si je vais tout à droite et que je continue, il va se retrouver à gauche. Voilà. Et de la même manière, si je vais en bas, il va se retrouver en haut. Alors que si on le met en s'arrête au bord de la zone, voilà ce qui se passe. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Donc si je veux aller de l'autre côté, je suis obligé de tout rebouger dans l'autre sens. Voilà, donc je pense que c'est plus pratique de le faire en continu. On est habitué à ce genre de méthode maintenant. Voilà. Ensuite, affichage du collimateur pendant la mise au point. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans le viseur. C'est assez intéressant. Sélectionner constant, ça veut dire qu'il va être tout le temps affiché. C'est-à-dire qu'il va être affiché pendant que vous faites la mise au point, quand la mise au point est faite et quand vous êtes en train de prendre votre photo. Quand vous mettez tout constant, il va afficher tous les points de tous les collimateurs. C'est-à-dire, je vais vous montrer un peu les collimateurs, c'est ça. Donc quand vous êtes en afficher tout, il va afficher tout ça constamment dans votre viseur. Si vous êtes juste sur la première fonction, il va afficher que le petit point central ou celui qui est sélectionné. Si vous faites sélectionner pré-AF et net, ça veut dire que vous allez voir votre petit carré dans votre viseur quand vous êtes en train de faire l'autofocus et quand la netteté est faite. Après, une fois que vous relâchez votre bouton, il va disparaître. Sélectionner, ça veut dire que il va pas le montrer dans votre sélectionner net, il ne va pas le montrer dans votre viseur et il va le montrer que quand la mise au point sera faite. Donc à vous de savoir, de vous souvenir où est-ce qu'il était votre point d'autofocus pour cadrer au bon endroit. C'est pas très pratique et désactivé, vous ne le verrez jamais. Donc vous serez en train de vous balader, vous verrez jamais où ça se trouve. Initialement, je me disais que ça pouvait être sympa de mettre sélectionner pré-autofocus et net, parce qu'en fait, du coup, une fois qu'on a fait la mise au point, ça disparaît de l'affichage et donc on a vraiment un affichage sans rien dessus. On voit très bien l'image et du coup, c'est plus simple pour faire notre composition. Le souci, c'est quand on est en mode AI cerveau, donc quand on va chercher à suivre un sujet, une fois qu'il aura fait la mise au point une fois, il affichera plus après. Et donc c'est un petit peu gênant parce que habituellement c'est bien d'avoir ce petit point là pour suivre l'objet qu'on est en train de... Enfin là c'est un bon guide pour suivre notre sujet. Et donc si on le voit plus, c'est moins pratique. Donc je vais le laisser sur constant. Éclairage affichage du viseur. Alors ça en fait c'est censé éclairer justement le petit viseur d'autofocus à l'intérieur de votre viseur, le petit rectangle. L'éclairer en rouge quand il y a une luminosité très sombre. J'ai fait des tests en automatique, activé, désactivé, j'ai vu aucune différence, j'ai pas vu d'éclairage rouge particulier. Donc voilà, je vais le laisser en automatique, peut-être un jour il y a un truc qui me sautera aux yeux et je me dirai ah oui c'était ça. Mais pour l'instant je l'ai pas trouvé. Micro-ajustement de l'autofocus, ça c'est pour si vous avez des problèmes d'autofocus sur un de vos objectifs. Donc vous pouvez le désactiver ou mettre la même valeur pour tous vos objectifs ou ajuster pour un objectif spécifique. Donc là par exemple, je peux l'ajuster sur le 50 mm f1.8. Si j'appuie sur Q ici, voilà, je peux changer, faire des micro-ajustements. Là, ça demande de refaire des tests systématiquement pour être sûr que c'est bien. A priori, 99% du temps, vos objectifs sont bien calibrés normalement. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent avoir des problèmes avec l'autofocus du 50 mm f1.8, mais c'est vraiment un problème de... mise au point recadrage, parce qu'on a une profondeur de champ tellement faible que quand on fait la mise au point au centre et qu'on recadre pour mettre notre sujet sur la ligne des tiers, bah, la ligne de mise au point va tourner et à ce moment-là votre sujet sera plus dans le plan de mise au point. Et donc très souvent en fait on a l'impression que toutes nos photos sont floues, donc on se dit ah il est pas bien ajusté mon objectif. Et si vous cherchez sur internet, vous aurez des centaines de personnes qui disent que leur 50 mm f1.8 n'est pas ajusté, mais en réalité c'est souvent des gens qui font cette erreur là. Et on revient au début. Alors ensuite, Custom Functions 3, opération autre. Alors on a d'abord sens de rotation molette TV AV. Donc quand vous êtes en priorité ouverture, priorité vitesse, vous pouvez dire que quand je tourne la molette comme ça,
ça va augmenter l'ouverture ou diminuer l'ouverture, et si vous faites sens inversé, ça fait à l'inverse dans l'autre sens. C'est assez logique. Verrouillage multifonction, c'est pour le petit lock ici. Hop, quand je fais ça, ça verrouille cette molette-là quand je suis en train de prendre des photos. C'est-à-dire que ça, c'est la compensation d'exposition, d'ailleurs, en général, quand on prend les photos. Si je fais ça, je pourrais plus faire de compensation d'exposition. Là où c'est intéressant, c'est que si vous mettez votre tête, votre nez, votre joue dessus, ça peut éventuellement, accidentellement, le tourner. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, parce qu'il faut quand même y aller pour le tourner. Mais voilà, c'est à ça que ça sert. Et vous pouvez vous dire que ce bouton lock permet, lui, de bloquer la molette principale ou le multicontrôleur. Ou plusieurs en même temps, je crois. Voilà, on peut sélectionner plusieurs en même temps. Donc voilà, c'est peut-être même intéressant de mettre tout ensemble d'ailleurs. Voilà, mais de toute façon, je n'utilise pas trop pour l'instant. Ensuite, les alertes dans le viseur. C'est-à-dire que vous allez voir un petit point d'exclamation qui s'affiche quand vous avez tel ou tel réglage. C'est-à-dire quand vous êtes en mode monochrome, par exemple. Donc ça, c'est si vous faites du JPEG. Si vous avez, pour vous avertir que, attention, il se peut que toutes vos photos soient noires et blancs. Donc voilà, c'est pour avertir que peut-être vous avez oublié de retirer ce réglage. Quand vous avez la balance des blancs corrigée, vous pouvez le faire avec une extension ISO. Quand vous utilisez l'extension ISO, c'est-à-dire quand vous êtes en fait l'ISO normal sur cet appareil va à 12800 et on peut l'étendre jusqu'à 25600. Donc quand vous êtes à 25600, à ce moment-là, il peut vous avertir avec un petit truc comme ça. Ou quand vous êtes en mesure spot, parce que ça peut avoir une grosse influence sur votre exposition si vous avez oublié de retirer la mesure spot. Donc voilà. Et ensuite, les commandes personnalisées, c'est pour attribuer différentes fonctions à tous les boutons. Là, bon, c'est vraiment à vous de voir. Une fois que vous avez bien pris en main votre appareil, allez vous balader là-dedans et par exemple vous dire, je sais pas moi, le bouton de contrôle de profondeur de champ, le petit bouton qui est là-bas devant, je peux décider qu'en fait avec, je veux arrêter l'autofocus, ou je veux mémoriser l'exposition et l'exposition du flash, ou je veux passer de AI Servo à One Shot, etc. Donc en fait, c'est vraiment des fonctions qui vont vous permettre de personnaliser votre appareil pour vos usages et pour que ça vous convienne le mieux possible. Et quand on revient là-dedans, on peut éventuellement réinitialiser toutes les fonctions pour les remettre comme elles étaient au départ. Voilà, c'est tout pour les fonctions personnalisées. Et moi, je vous dis à très bientôt pour explorer encore d'autres choses sur votre réflexe. Ciao!